Diane Harvey, directrice générale de la QRP, gestionnaire aussi du programme Père aidant réseau. On a une formule qu'on va tenter d'être interactive et dynamique à vous proposer, avec un symposium portant sur l'intervention par les pairs des enjeux au-delà des frontières. Je vous présente nos invités de marque. Je vais commencer par la droite. C'est la droite, je ne sais pas. Annie Bossé, moi je suis intervenante. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je suis intervenante par aidante au CHUM, Centre hospitalier universitaire de Montréal. Je suis la deuxième par aidante. Il y en a une autre ici sur le panel qui va se présenter. Et c'est ça, on va avoir la chance de pouvoir vous entretenir sur notre rôle. Jean-Luc Roland, je suis directeur du centre collaborateur OMS de Lille, pour la France, et responsable, celui qui a mis en place avec toute son équipe le programme des médiateurs de santé père en France. Moi, je suis Philippe Brun, je suis médiateur de santé père en France, dans la région parisienne. Et voilà, j'en parlerai plus tard. Benoît Saint-Pierre, intervenant par aidant au CHUM. Donc, la collègue d'Annie, là, c'est moi qui est arrivé en premier. Non, mais peu de temps avant. Jean-Pierre Julien, je suis médiateur de santé père à Paris, l'hôpital d'Esquirol, aux hôpitaux de Saint-Maurice. Et je travaille sur le pôle Paris 11 qui englobe le quartier de la Bastille. Bonjour, Sandrine Rousseau. Moi, je travaille au programme Père aidant réseau. Je suis agente de projet au programme Père aidant réseau, qui est dont la QRP est le gestionnaire. Puis, je vais vous entretenir de la situation des pères aidants actuellement, de la situation, comment le programme travaille, etc., avec les pères aidants. Explorer l'état de situation ici au Québec et par la suite en France. Ensuite, on donne la parole aux pères aidants. Et ensuite, on a un deuxième bloc que je vous dirais qui est plus souvent du développement des nouvelles solidarités, avec je vous dirais un petit côté original. Nos amis français ne sont pas au courant, j'espère qu'ils vont bien suivre nos idées. Et par la suite, on regardera un peu encore au niveau des alliances à développer au-delà de nos frontières. Alors, pour débuter, Sandrine, avec le défi d'un seulement 10 minutes, est-ce que tu peux nous faire un topo de la situation au niveau soit de la préparation des milieux, la formation, défis, obstacles facilitants, intégration et maintien aussi des pères aidants? Oui, alors je commencerai par dire qu'on a 134 pères aidants de formés au Québec présentement. On a 47 milieux d'embauche et 58 pères aidants qui travaillent présentement. Il y a de l'embauche qui s'en vient aussi récemment, là, des gens qui vont commencer à travailler aussi récemment. Donc, on va avoir un petit peu plus de la moitié des pères aidants, dans le fond, qui sont à l'embauche. De ces personnes-là, il y en a qui ont pris leur retraite, qui sont retournés aux études, qui sont plus intéressés à être pères aidants aussi. Donc, le bassin là, de chômeurs n'est pas de l'ordre là, de 50 %. C'est beaucoup plus bas que ça. Au programme Père aidant réseau, c'est sûr qu'on forme nos pères aidants, mais on prépare aussi les milieux. On va rencontrer les milieux qui embauchent les pères aidants pour aller répondre aux questionnements, parce que les gens ont des inquiétudes. Il faut bien préparer les équipes à recevoir les pères aidants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va pouvoir encore faire des blagues? Est-ce que ça va être une personne de plus sur mon caseload? Est-ce que tout ça? Donc, toutes ces questions-là, il faut répondre à ça. Et on fait aussi du soutien au milieu par la suite. Une fois l'embauche effectuée, on fait du soutien au milieu aussi. On peut se déplacer pour aller rencontrer les milieux. On peut faire de la médiation si jamais il y a des problèmes, etc. Nous, on mise beaucoup sur la normalisation.
Pour la formation des parents aidants, c'est une formation de 2 semaines qui se fait en intensif au campus Notre-Dame de Foix. C'est une formation où les parents aidants ils vont cohabiter ensemble. Donc, le soir, ils apprennent à se connaître, ils développent leur sentiment d'appartenance, ils se parlent beaucoup de leur histoire, se dévoilent entre eux, tout ça. Donc, ils commencent déjà à apprendre leur métier, à s'entraider, à se porter main forte, tout ça. Donc, c'est très important, ce lien-là avec la communauté. Puis, c'est une formation qui est reconnue par l'Université Laval, par l'École de service de travail social. Les parents aidants reçoivent vraiment un diplôme de l'Université Laval qui est remis aux journées annuelles là, en santé mentale, là, les journées annuelles du ministère. Pour ce qui est de les défis et obstacles, bien, c'est sûr qu'un des majeurs obstacles, c'est le titre d'emploi, la reconnaissance du titre d'emploi. On est présentement en processus, ce qui fait que une fois que le titre d'emploi va être reconnu, le réseau public va pouvoir embaucher directement les pères aidants, au lieu de passer par un embauche par un organisme communautaire qui fait un prêt de service. Donc, les parents aidants vont pouvoir ramasser de l'ancienneté, avoir les avantages sociaux, être syndiqués, etc. Donc, présentement, on a trouvé une belle façon de détourner cette problématique-là, mais c'est sûr qu'on attend ça avec impatience. D'autres défis et obstacles, bien, je vous dirais, c'est bien, dans le fond, vraiment, de la vision de l'équipe. Il faut que l'équipe croie au rétablissement, que l'équipe croie à la plus-value du père aidant. C'est vraiment primordial pour une belle implantation là, d'un père aidant dans les équipes. Ensuite de ça, les facilitants. Bien, les facilitants, nous, on a une vidéo qu'on a tournée en 2009, donc qu'on fait visionner aux équipes, etc. Donc, ils peuvent se préparer. On a des parents aidants dans cette vidéo-là qui expliquent leur travail, qui expliquent qu'est-ce qu'ils font comme boulot. Il y a des gestionnaires qui parlent, il y a même des collègues qui parlent. Donc, ça prépare bien, ça donne une bonne vue d'ensemble là, de c'est quoi un père aidant, la plus-value, etc. On fait aussi des rencontres de sensibilisation, on fait des colloques. Donc, c'est beaucoup du défrichage. Hein. C'est un projet qui reste somme toute novateur, qui reste somme toute nouveau. Donc, c'est de beaucoup aller parler aux gens et tout ça. L'intégration et le maintien, nous, au programme Parents aidants Réseau, une fois qu'on fait la formation des parents aidants, ils ont un stage en organisation. Donc, ils ont un stage de 6 jours sur 2 semaines. Ils ont un rapport de stage à produire aussi. Et puis, suite à ça, s'il y a embauche, on fait un suivi, un soutien de la personne, un suivi clinique. Souvent, la personne va avoir un suivi clinique au sein même de son organisation, va avoir un mentor, va avoir un chef d'équipe, tout ça. Mais nous, on fait un soutien clinique pour s'assurer que le parent aidant garde sa spécificité. Parce qu'il y a un rôle bien unique à jouer. Il est vraiment complémentaire à l'équipe. Puis, il ne faut pas qu'il se fasse aspirer. Faut qu'il garde sa spécificité, travailler avec son savoir expérientiel, faire ses interventions avec les projets de vie, les forces, etc. Donc, de travailler avec les techniques d'intervention montées en formation. Donc, on offre du soutien comme ça aux parents aidants là, dans les 3 premiers mois, un soutien qui est soutenu. Puis par la suite, ça peut être de façon ponctuelle, ça peut être aussi là, si l'employeur désire que le parent aidant travaille, je ne sais pas moi, l'animation de groupe, puis le parent aidant aurait de la difficulté de cette façon-là, il pourra avoir un mandat à ce moment-là avec l'employeur de travailler pour avoir une belle animation de groupe. Fait que ça fait pas mal le tour de la situation là, au Québec, un peu le programme, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on fait. Puis, je rajouterais peut-être que, ben en fait, on est vraiment fiers des parents aidants. On avait un but là, avec le plan ministériel là, d'assurer 30% des équipes de suivi d'intensité, de suivi intensif et d'intensité variable, d'avoir 30% des équipes qui avaient un parent aidant. On ne l'a pas atteint encore. On attend le prochain plan d'action.
On sait que les parents aidants sont mentionnés dans ce prochain plan d'action-là, mais on espère là, qu'il va y avoir des mesures concrètes là, pour développer encore plus la pratique. Merci. Bien, habituellement, il y a une formation de parents aidants par année. Ça fonctionne beaucoup par notre site Internet. On met les formulaires d'inscription sur le site Internet, puis les gens postulent à ce moment-là. Vous pouvez nous appeler aussi au programme. On prend le nom des gens, puis lorsqu'il y a une formation, on communique les documents à la personne. C'est sûr qu'on ne rencontre pas tout le monde, hein, parce que quand on fait des formations, on a environ une centaine de demandes de personnes pour faire la formation. Puis la formation est contingentée entre 10, 15 à 20 personnes, dépendamment des promesses d'embauche, puis tout ça, puis des besoins des milieux. Où le père aidant va aller chercher l'emploi et après il va être formé. J'ai assisté la semaine passée au CCI Jean-Marc, puis je connais la père aidante, était là. Et si j'ai bien compris, c'était ça la formule que comme il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, donc maintenant, les pères aidants vont aller chercher dans le milieu le besoin. Et s'il y a une promesse de la part de l'employeur, mais là, ils vont aller se former, c'est tout ça? Bien, c'est sûr que avoir une promesse d'embauche, ça donne une priorité pour faire la formation. Parce que c'est contingenté cette formation-là. Et puis, on ne veut pas créer des chômeurs. Donc, on a déjà, comme je vous faisais le portrait de la situation au tout début, on a déjà des personnes qui cherchent des emplois de parents aidants et qui n'en ont pas présentement. Donc, on veut s'occuper d'eux, leur donner un coup de pouce, puis voir à ce qu'il y ait plus de personnes qui se placent. Donc, on fait des formations plus restreintes où les gens ont une promesse d'embauche. À ce propos, il y a sur le site Internet, on a sorti cet été un guide pour la recherche d'emploi. Donc, comment faire votre CV, quoi mentionner dans votre lettre de présentation, un document explicatif de l'intervention par les pairs que vous pouvez joindre à votre dossier et faire du démarchage dans les endroits où vous désiriez travailler, puis que vous connaissez, là, et vous faire connaître, oui. Puis, je vous dirais que c'est gagnant parce qu'il y en a des gens qui se trouvent un emploi de cette façon-là. Juste pour spécifier un petit peu le rôle, la reconnaissance du type d'emploi est super importante pour les milieux publics qui ont divers paliers administratifs à trouver des solutions. Donc, oui, il y a des solutions d'organismes communautaires qui est en offre de services, puis présentement, mais les milieux en général au Québec ne connaissent pas cette façon de fonctionner-là. Et c'est pourquoi le parent aidant, ça lui donne un double défi d'aller se présenter. Présenter c'est quoi aussi l'approche du rétablissement. Fait qu'il y a tout ça en même temps, les enjeux peut-être là, qui sont là actuellement, mais la reconnaissance du titre d'emploi est comme prioritaire dans des actions qui sont faites. Pour notre chronomètre, Mireille, on conserve le même nombre de minutes. On va couper la période de questions. Ça vous convient? Oui. Okay. Maintenant, au tour du Dr Jean-Luc Rolland qui va nous parler de la situation du projet Père médiateur en santé. Oui, alors je vais être très bref parce qu'en 10 minutes, on va expliquer un projet. Hier, en 3 heures, on n'a pas réussi à faire le tour. Donc, donc en 10 minutes, grosso modo, c'est... Bon, on a pris exemple sur tout ce qui se passait dans le monde et en particulier au Québec. Je ne vais pas revenir sur l'historique. On a eu tous les ennuis du monde pour mettre en place cette recherche, bon, parce que c'est une recherche avant tout, qui est financée par le ministère. On a tenu compte des difficultés des autres équipes qui étaient parties avant nous.
C'est-à-dire qu'on est parti en cherchant des milieux qui acceptent. Ça n'a pas été facile en France dans 3 régions. Il y a 3 régions qui ont accepté de financer. Le ministère a accepté de financer une expérimentation pour 30 médiateurs de santé pair. Donc on a appelé médiateurs de santé parce que c'est une profession reconnue, enfin reconnue. C'est un diplôme reconnu en France. Pas une profession encore, pas un métier, c'est une fonction. Voilà. Fonction reconnue en France, médiateur de santé, en tout cas on a rajouté pair. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont eu un passé soit de connaissance des institutions, soit de troubles psychiques, voilà, très clairement. Ensuite, bon, il y a eu toute la mise en place de cette recherche qui est une recherche-action. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure on n'avait pas d'exemple en France, ça a été un séisme dans les équipes. Il faut bien savoir que ça s'est fait dans le secteur public. On a tenu à ce que les gens aient une embauche préalable. Parce qu'il n'était pas question pour nous de dire ben, vous formez, vous allez au casse-pipe, et puis un an après, on regarde et vous restez sur le carreau. Ça, c'était hors de question. On avait bien compris qu'il y avait une embauche préalable. Donc, on a fait un travail de mettre en place, enfin, on a mis en place une formation en cours d'emploi, si vous voulez, très simplement. C'est-à-dire les gens étaient embauchés par les services publics de psychiatrie. C'est-à-dire on est au cœur du système. Donc, service public de psychiatrie, et embauché pour 2 ans, 1 année de formation, donc 238 heures de cours. C'est Massimo qui est avec nous qui s'est chargé de la formation, avec Paris 8, un diplôme à la fin, et 238 heures de cours et des stages quand ils ne sont pas en cours, hein, c'est-à-dire 500 heures de stage. On va d'ailleurs, dans les préconisations, on va augmenter la formation, parce que si on veut qu'il y ait une reconnaissance réelle de la spécificité des médiateurs de santé pair, il faut qu'ils rentrent dans le système MBA, comme on dit chez nous, master, licence master et puis doctorat. Donc on va commencer par 2 années avec des passerelles par la suite sur ces diplômes. Et ça c'était ce qu'on en a tiré. Ensuite, l'intégration dans les équipes, ça a été alors de 29 médiateurs au départ dans 14 services. L'intégration des équipes, ça a été très particulier. Il y a une équipe, on a fermé des centres, on a fermé 3. Parce que le médiateur et les équipes, ça ne marchait pas. C'est-à-dire, il y avait OK, on fait l'expérimentation, mais grosso modo, les médiateurs n'ont pas été acceptés par les équipes elles-mêmes. Ils étaient acceptés par le directeur, par le chef de service, etc., mais pas par... On s'est payé tout de même une menace de grève généralisée sur toute la France de l'ensemble des professions de santé, du fait qu'on mettait 29 petits médiateurs contre 500 000 infirmiers, 20 000 psychiatres, etc. Donc on est tout de même devant une situation tout de même très paradoxale. On a tenu bon parce qu'on est centre collaborateur OMS, donc il y a tout de même les préconisations de l'OMS et que le ministère a tenu bon malgré tout. C'était l'ancienne présidence Sarkozy. Bon, maintenant le nouveau ministère a continué. On a tenu bon. Bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile avec les associations d'usagers non plus, qui ont quitté le programme et qui l'ont rejoint ensuite par la suite. Bon, c'est pour dire qu'on a eu les pires ennuis. L'équipe de recherche anthropologique qui nous a quittés et qui ensuite, on a dû retrouver une équipe au dernier moment parce que l'anthropologie, ça ne cadrait pas avec le type de recherche qualitative et quantitative qui nous était demandée par le ministère. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça a continué comme ça jusqu'au bout, enfin, avec des lâchages, des trahisons, tout ce qu'on veut. Bon. Voilà. Toujours est-il que le bilan actuel, c'est que les médiateurs, il y en a 20 qui ont eu leur diplôme par Paris 8. C'est tout de même bien. C'est au bout d'1 an. La mise en situation, actuellement, il y en a 16 encore. Enfin, il y en a 15 qui ont un travail et une qui est en train de migrer. Le 16e qui migre d'un service à un autre. Ça va se faire dans le mois. Donc 16 sur 29. Sur ceux qui ont arrêté, il y en a 4 pour lesquels l'expérience n'a pas été positive pour eux. Il y a eu surtout 3 dans le premier mois ou dans les 2 premiers mois qui ont décompensé. Ils ont été plus mal. Donc la remise à l'emploi, quelque chose qui est bien connu. Hein, la remise à l'emploi n'est pas simple pour tout le monde. Ceci dit, c'est peu. Hein, sur 29, je trouve que c'est assez peu. Alors décompensation, ça ne veut pas dire qu'ils sont hospitalisés actuellement. Hein, ça veut dire que ça n'a pas été, qu'ils font autre chose. Il y en a 4. Donc il y en a parmi ces 4, il y en a un qui a décompensé après avoir eu le diplôme. C'était un peu tragique d'ailleurs. Bon, enfin bref, passons.
Sur les 9 qui ont arrêté, il y en a 4 qui ont repris un autre emploi. Bon, ça ne les intéressait plus, ils ont fait autre chose. 2 qui ont repris les études. Et 3 qui sont ni en emploi ni en études, mais une qui est mère au foyer, qui a repris sa fonction de mère au foyer. Et les 2 autres, on ne sait pas. Voilà. Donc, grosso modo, par rapport au bilan du programme, il y a une recherche qui a été faite par le CLERC. Donc, on a les résultats de la recherche qualitative, uniquement donner les points forts. Donc, c'est une rupture institutionnelle avec l'existant, qui est ambitieuse, un cadrage national, ce qui n'existe pas dans les autres. Voilà. Tout en étant assez souple, ça a montré sa faisabilité. Ça a créé tout de même des débats sur la maladie et le soin, parce que ça a remis, partout où ça a été mis en place, ça a repositionné les équipes soignantes par rapport à leur mission de soins. Ça veut dire, mais pourquoi, à quoi on sert, ça a modifié tout de même très concrètement la manière dont les équipes se positionnaient. Ça a fait avancer l'idée du développement et des approches sociales dans un soin qui est surtout biopsychosocial. Donc ça, c'est tout de même important. Ça a démontré le rôle de l'accès à l'emploi dans le rétablissement. Tout de même pour les gens qui... je pense que l'accès à l'emploi, c'est un bien pour tout le monde. Donc les gens qui ont des troubles psychiques et qui se remettent à l'emploi, bon, de toute façon, vous aurez des témoignages après, c'est que ça va, quoi. Hein. Et ensuite, c'est une innovation accompagnée d'une recherche externe et d'une expérimentation réflexible. Alors, ce qu'il propose, l'équipe qualitative propose de reprendre 3 ARS et continuer l'expérimentation. Nous, après 3 ans d'expérimentation, stop. Voilà. Donc, on demande uniquement à prendre des volontaires ARS d'accord, des hôpitaux d'accord, mais plus continuer l'expérimentation, se mettre dans un système de production. Enfin, c'est ce qu'on va défendre au niveau du ministère. Voilà. Alors, les points positifs pour nous en tant que programme, hein, c'est que nous sommes encore là. Bon, et ça, c'est une victoire incroyable parce que c'était pas évident du tout. Hein, ça a été extrêmement violent en France. Hein, tout de même, il faut le savoir. Ça n'a pas été des choses très faciles à vivre. La polémique continue. Il y a une appropriation réciproque des savoirs. Les MSP ont appris le savoir de l'institution. L'institution a appris le savoir des MSP. Et ça, c'est important. Si on veut... Il n'y a pas de... Les MSP, ce n'est pas des gens miraculeux. Il ne faut pas croire qu'en les mettant dans une institution, on va guérir tout le monde. Ça, c'est la vaste blague. Hein. Mais c'est très important. C'est très important en termes de la manière dont on aborde le soin, dont on aborde la question de la guérison ou du rétablissement. Tout ça, c'est très, très important parce que ça redonne un certain espoir, malgré tout, quoique, normalement, toute l'institution psychiatrique devrait donner l'espoir. Il n'y a pas que les médiateurs. Mais enfin, ça repose la question quand même. L'insertion professionnelle, c'est bien. Et tout de même, il y a une pérennisation des postes par les ARS, puisqu'on va vers des congés. Alors, les ARS, à la fin de l'expérimentation, on dit les gens qui sont lancés là-dedans, on maintient leur poste, malgré que l'expérimentation soit finie. Voilà. C'est service rendu à la nation. C'est comme ça que ça marche en France. Hein, c'est la nation. Donc, service rendu, les postes sont pérennisés, voilà, les médailles, tout ça. C'est un peu ça. Hein. Bon, ceci dit, il y a des... Bon, ils vont peut-être en parler tout à l'heure, mes collègues, là, mais on va vers il y a des services qui disent, mais nous, on ne se passerait plus de médiateurs. C'est impossible. On peut plus faire ça. On a entendu des choses dans ce genre-là, venant même de syndicalistes qui, au départ, étaient même un peu mitigés. Hein. C'est pas... Voilà, et on a les premiers CDI. Alors, je pense que c'est tout ce que je voulais. Oui. Alors, on est en train de rédiger le rapport final. Je pense que pour la fin du mois, ici, c'est bon. Donc, après, rendez-vous au ministère pour essayer de pérenniser tout ça. On va diffuser les recommandations aux décideurs publics. Bon, c'est encore tout un boulot. On va sortir des bouquins. Ça, c'est le travail de recherche, de valorisation du programme. Il y a un congrès à Lille début janvier organisé par le CLERC sur guérir, sur rétablir. Il y aura une journée spéciale sur les médiateurs de santé et la pérédance. On va développer la recherche avec les décideurs publics, hein, donc on va leur représenter. Et puis on va essayer de constituer un centre de ressources pour la promotion et le développement de la pérédance. Mais on va essayer d'embaucher dans ce centre de ressources des pérédants, des médiateurs de santé qui ont été formés. Voilà, donc bon, modérément optimiste. Voilà. Maintenant, donnons la parole à des pères aidants en action, pères aidants médiateurs pères. Là. Alors, je commence avec Jean-Pierre. On aimerait que chacun, vous nous parliez de l'endroit où vous travaillez, votre rôle, votre vécu,
une histoire à succès, idéalement. Quand je dis vous présenter où vous travaillez, pensez aux Québécois qui ne connaissent pas beaucoup la France. Situez-nous là un terme, est-ce que vous êtes en ville, est-ce que vous êtes en milieu rural, etc., qu'on saisisse un peu plus. Alors, allons-y avec Jean-Pierre. Voilà, donc je suis Jean-Pierre Julien, donc médiateur de santé père aux hôpitaux de Saint-Maurice. Alors, les hôpitaux de Saint-Maurice, c'est en toute proche banlieue parisienne, mais on a un secteur, parce qu'en France, donc, la santé mentale est sectorisée, et donc découpée en quelque sorte, et chaque secteur est pris en charge par un hôpital. Moi, je suis sur le secteur Paris 11, donc, qui recoupe notamment le quartier de la Bastille. Un quartier où il y a pas mal de problèmes, pas mal de précarité, de gens qui sont dans la rue, des choses comme ça. Et moi, j'interviens donc au sein de l'hôpital, donc, qui est intégré aux hôpitaux de Saint-Maurice, qui comprend 2400 salariés. Donc, c'est quelque chose de quand même d'important. Et avec, donc, sur le secteur Paris 11, avec 2 CMP, plus un hôpital de jour. Donc ça fait 3 entités qui se trouvent au sein de l'arrondissement, donc proches des patients. J'ai réussi à répartir mon temps de travail en quelque sorte, avec 2 journées en intra et 3 journées sur le CMP, c'est-à-dire sur le secteur même, dans l'arrondissement. Alors je vais vous parler un tout petit... CMP, c'est consultation, il faut... C'est bon. Je voulais parler de mon arrivée qui a été assez houleuse, parce que je pense que le chef de pôle était partisan de l'expérimentation, les équipes certainement beaucoup moins, et en tout cas pas du tout préparées. Donc il y a eu un rejet total, et pendant longtemps, personne ne me disait bonjour, et même aujourd'hui, il y a des gens qui ne me disent pas bonjour. Je dis bonjour, ils tournent la tête, donc sympathique. Et il y a même, j'ai appris récemment, il y avait même des infirmiers qui ne voulaient pas prononcer mon nom. Donc ils disaient lui. Alors l'autre infirmier disait, mais lui il porte un nom. Non, c'est lui. Il ne voulait pas citer mon nom. Il ne fallait pas que j'existe en quelque sorte. Alors quand je suis arrivé sur l'hôpital de jour, donc sur l'arrondissement même. C'est là où au départ je devais être en poste. Et au bout de 2 jours, j'ai essayé de parler avec un patient qui était là, qui attendait du matin au soir. Quelqu'un qui apparemment était psychotique. Et tout de suite, il y a un infirmier qui est venu me voir en me disant « il ne faut pas parler aux patients, ça les perturbe ». Donc l'accueil était quand même assez violent. Et ça s'est tellement mal passé que je me suis retrouvé rapatrié d'urgence alors dans l'hôpital, donc ce qu'on appelle en intra, dans les murs de l'hôpital, où on m'a mis dans une pièce comme ça, avec une table et une chaise. Et puis voilà. Donc je suis resté là et il ne s'est rien passé. Si ce n'est, comme l'a dit Jean-Luc, que normalement, à ce moment-là, l'expérimentation était censée s'arrêter, puisqu'il y avait tellement de pétitions, tellement d'actions des syndicats, de tous les syndicats, qu'il fallait absolument éradiquer ce problème des médiateurs. Elle est en quelque sorte un petit peu comme avec les médocs, allez hop, on nettoie tout et puis on fait table rase. Et puis, comme ça s'est pas fait en fait, j'ai continué à rester un petit peu dans cette pièce vide, et puis petit à petit, j'ai proposé des choses. Puisqu'on ne me proposait rien, moi j'ai proposé des choses. Donc bien sûr de l'accompagnement, c'est ce que je pense savoir à peu près faire, bien que je ne sais pas s'il y a un savoir, mais en tout cas c'est ce que j'essaie de développer plutôt. Et puis de proposer aussi des programmes de rétablissement. Alors moi que je base absolument, que j'axe, j'insiste souvent là-dessus, mais sur l'informatique, parce que je pense qu'on n'ira plus jamais en arrière, qu'il n'y aura plus jamais... Alors,
en bien ou en mal, ça je ne sais pas, je ne suis pas capable de me prononcer, mais on n'ira plus jamais dans un monde sans informatique et sans Internet. Et des patients qui n'ont pas l'informatique, qui n'ont pas Internet, ils sont doublement, je considère qu'ils sont doublement pénalisés. Ils sont, voilà. Et il y a beaucoup de patients qui, malheureusement, n'ont jamais touché une souris, ont peur, voire de l'ordinateur, n'ont pas Internet, enfin, ça pose beaucoup de soucis. Donc j'ai proposé ça, que j'ai mis en place, tout en faisant extrêmement attention, parce que je me rends compte que par rapport à l'institution, moi, je fonctionne d'une façon assez atypique, et je dois faire toujours extrêmement attention dans ce que je fais, jusqu'où je peux aller trop loin, en quelque sorte. Il y a toujours, je suis toujours attendu en quelque sorte, comme il y a une expression en France qu'on dit on est attendu au coin du bois, et moi je suis sans arrêt attendu au coin du bois, quoi, pour voir un petit peu jusqu'où je vais oser aller, et surtout à quel endroit on va pouvoir me tomber dessus, de façon tout à fait légale, entre guillemets, parce qu'il y a toujours cette notion de cadre qui est là. Il ne faut surtout pas sortir du cadre, surtout pas tout ça. J'ai essayé d'accélérer, sinon je vais être trop long. Donc j'accompagne des personnes, j'essaie de nouer des contacts en intra, avec les patients quand ils sont hospitalisés en période de crise en général, parce qu'à ce moment-là, les liens sont beaucoup plus forts. Donc ça se passe de cette façon. Souvent, je suis avec le médecin référent pour la première rencontre. Maintenant, je collabore de façon très étroite avec des psychiatres qui se sont rapprochés de moi. Moi, je me suis rapproché d'eux, donc on collabore de façon intelligente. Donc ils me disent, bah, écoute Jean-Pierre, tu peux venir, je vais te présenter un patient. Donc le patient est là, il y a le médecin référent, souvent il y a une infirmière. À ce moment-là, le médecin me présente, dire voilà, Jean-Pierre Julien, il est là, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes aussi, qui est là maintenant et qui peut vous donner un coup de main si vous êtes d'accord. Voilà, puis à partir de là, en général, il y a un lien qui se met en place. Et puis après, je continue à accompagner la personne à l'extérieur. Je vais essayer de continuer à accélérer. Donc en ce moment, depuis que j'ai commencé à être en contact avec des patients, j'ai été en relation avec à peu près 220 patients, ce qui est beaucoup. Et j'accompagne à peu près en ce moment toujours certains patients depuis plus de 2 ans, une dizaine de patients. J'en vois encore un la semaine prochaine. On va prendre un café du côté de la République ensemble. Dans mes groupes, j'ai à peu près vu passer une 60aine de patients et j'en ai à peu près 25 différents par semaine dans mes différents groupes, hein, ce qui fonctionne quand même bien. Alors, des petites anecdotes. Il y a un patient qui errait dans Paris, un patient d'origine italienne, hein, qui se souvenait plus de son passé, il ne se souvenait plus de rien. Et il a été donc hospitalisé dans un état assez critique, en état de crise. Et son médecin référent m'a appelé, m'a dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui, voilà. Alors je l'ai amené avec moi dans mon bureau, donc le bureau parce que maintenant j'ai un bureau avec internet et avec un téléphone à l'hôpital. Ça c'est super. Donc je l'ai amené dans mon bureau, puis je suis resté avec lui 2-3 jours, on a fait des recherches, et j'ai réussi à retrouver ses fils, et par là, grâce à des réseaux sociaux, à retrouver la mère de ses fils, à donner les renseignements. Elle s'est mise en contact avec nous, enfin avec son médecin, parce que moi j'avais pas les compétences pour, mais avec son médecin. Et on s'est aperçu que ce monsieur, c'était un fonctionnaire européen, qu'il avait de l'argent, qu'il avait été au Luxembourg, et il a pu comme ça renouer tout ça, et il est sorti une semaine après. Et donc, il est venu remercier l'administration, tout ça. Moi, j'étais content. Là, il y a un autre patient que j'ai accompagné pendant presque 1 an et demi dans mes groupes et qui vient de retrouver un travail. Par la mairie, il aide les enfants à traverser à la sortie de l'école, mais pour lui, c'est quelque chose de très, très important et de très, très bien. Moi aussi, je trouve ça très bien. Un autre patient que j'accompagne, que j'ai pu intégrer dans un stage de formation aussi, pour faire de la mise en page, parce que moi, je sers un petit peu de tremplin. Mon rôle, parce que je suis un petit peu une passerelle en quelque sorte, hein, essayer de leur donner un petit coup de pouce au niveau social, au niveau régularité, au niveau investissement, au niveau apprentissage, pour essayer de faire autre chose. Voilà, cette notion d'ouverture, je trouve qu'elle est importante, et puis aussi avec la dynamique de groupe. Je travaille par groupe de 5, je trouve que la notion de groupe, c'est extrêmement important. Il y a une dynamique qui s'est créée. D'ailleurs, à ce sujet, quand j'avais commencé, la première réflexion des soignants, c'était de me dire, mais les psychotiques, ils resteront jamais plus d'1 quart d'heure derrière l'écran. Ça s'est avéré totalement faux parce qu'il reste 1h15, 1h30, et voire plus si je les laissais rester plus, et ils redemandent même en quelque sorte. Hein. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Il y a aussi deux patientes qui sont passées dans les groupes parce qu'elles ont eu un épisode difficile. Je termine avec ça, un épisode difficile, et elles ont pu réintégrer après leur poste de travail. J'aurai encore d'autres histoires. Bon, le temps est écoulé. Hein. Merci de l'écoute.
Merci, Jean-Pierre. Très intéressant. Déjà ressort toute l'importance de la préparation des milieux. Hein. On a toujours dit que la formation, c'est important, mais le facteur d'échec appartient beaucoup plus à la capacité d'accueil des milieux qu'à la formation des parents aidants. Jean-Pierre nous en a fait une belle démonstration. Maintenant, au tour de Philippe. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, moi, je travaille dans un endroit où mon arrivée a été préparée différemment de Jean-Pierre. Et ça a pas mal facilité les choses. Après, il y a la rencontre avec la personne dans le milieu de travail qui se fait forcément, qui est aléatoire. Et là, c'était une belle rencontre, donc on a pu faire pas mal de choses. Alors moi, je travaille dans 3 unités. Je travaille à l'hôpital, dans un pavillon. Je travaille dans un centre de consultation dans la ville, donc c'est en banlieue parisienne. Et je travaille dans des urgences mobiles qui se déplacent à domicile et qui travaillent avec les familles. Donc ça permet aussi d'essayer d'impacter sur la stigmatisation qu'il peut y avoir autour des maladies, autour des traitements, de ce que c'est que d'être dans la psychiatrie, etc. Avec des difficultés au début quand même, parce que je pense qu'on parlait du retour à l'emploi, après une période difficile de maladie, d'hospitalisation et tout ça. C'est pas évident. J'avais lu des choses là-dessus. C'est pas évident de se retrouver à temps plein, de se retrouver avec des responsabilités, avec des horaires très précis, avec la gestion de la relation avec les collègues. J'en ai beaucoup, j'en ai une 60aine, donc c'était assez difficile au début. Et puis ça s'est révélé très enrichissant d'essayer de s'adapter vraiment à tout le monde, d'essayer de créer du lien avec tout le monde, d'essayer de collaborer, d'essayer vraiment de travailler en équipe. Moi, c'est un principe, c'est vraiment de travailler en équipe. Aussi pour la cause, finalement, des pairs et de faire reconnaître ce que c'est que de passer par là et que de pouvoir s'en sortir, de pouvoir se rétablir, de pouvoir guérir, de pouvoir utiliser ses ressources propres pour pouvoir vraiment s'épanouir quelque part. Ouais, donc je sais pas au niveau du temps si ça va. Super. Donc là, on est sur des projets dans le service dans lequel je travaille. J'ai eu beaucoup de chance donc d'être porté par un chef de service et par une équipe qui a été initiée finalement à mon arrivée. Et on a changé de chef de service, j'ai changé de référent, mais j'avais une certaine assise finalement dans mon milieu de travail. Donc c'était intéressant de commencer à vraiment créer ma place à moi et de pouvoir l'affirmer. Donc je l'ai fait à travers la création des discussions, des groupes de travail, la création d'un groupe de parole pour mettre en valeur le vécu des gens qui sont à l'hôpital. Il y a en s'inspirant de ce qui s'est fait à Lille, un forum d'usagers, par exemple, au centre de consultation, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du service, comment ils pourraient réfléchir avec nous sur la direction du service. Plusieurs choses comme ça. Et je travaille beaucoup en collaboration avec les médecins pour ça. Mais après, dans mon travail quotidien, c'est dans l'accompagnement des personnes, c'est vraiment mettre en valeur, essayer de montrer le parallèle qu'il y a entre mon expérience que j'ai eue ou que j'ai encore et ce qu'ils vivent eux, de les rapprocher de ça, d'être vraiment dans un présent qui rende les choses plus fluides, avec plus de confiance et qui permettent de se mettre d'accord, de partir d'une direction vers des objectifs, de suivre des projets, de parler de leurs rêves, de parler de leur vécu, de parler de toutes ces choses-là. Pas de leurs projets, pas d'être forcément dans un discours justement médical, soignant, tourné autour des traitements forcément, autour de la maladie, autour de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Je remercie vraiment l'expérimentation d'exister. Et je pense que
J'ai pris vraiment une bonne direction. Je m'épanouis énormément dans mon travail quotidien. Et comme exemple j'ai 2-3 exemples de personnes qui m'ont été adressées, qui étaient soi-disant des personnes en situation d'impasse pour les médecins, pour les équipes et tout ça. Et on a réussi quand même à travailler avec eux, en collaboration avec l'équipe, pour justement montrer à l'équipe qu'il y avait de l'espoir, qu'il y avait des idées qui pouvaient émerger et qu'on pouvait aller dans une certaine direction, qu'ils pouvaient aller mieux, qu'ils pouvaient se saisir de leur vie, qu'ils pouvaient prendre de la place, qu'ils pouvaient suivre leurs projets, qu'ils pouvaient faire toutes ces choses-là. Donc des gens que je peux voir depuis 2-3 ans à peu près en moyenne, et qui viennent régulièrement me voir et que je peux accompagner dans la ville, que je peux accompagner chez eux et tout ça. Voilà. Nous allons donner la parole à Benoît, d'autant plus qu'il a été embauché le premier. On va respecter son ancienneté. Alors, Benoît Saint-Pierre. C'est ça, maintenant, j'ai une assistante. Non, c'est totalement une blague. Dans le fond, je pense qu'ils m'ont donné aussi la chance d'avoir un mot à dire dans l'embauche. Puis la première chose, j'ai dit, je vais en trouver une meilleure que moi. Fait que maintenant, Annie Bossé, elle travaille avec moi. Mais en fait, mais c'est quand même la réalité aussi. On a chacun nos forces. C'est ça, je peux peut-être, moi plus, Annie, peut-être tu vas être informée maintenant, mais je pense que je vais plus parler justement de mon arrivée au CHUM. L'arrivée d'un père aidant au CHUM, ça a été donc à la suite, dans le fond, du projet Force qui parlait du patient partenaire, où ce qu'ils ont développé justement un plan d'intervention interdisciplinaire, où ce qu'on souhaitait, dans le fond, de mettre la personne nivelée avec le reste de l'équipe, donc qui devenait une personne à part entière de l'équipe. Puis on dit, si on veut aller au bout des choses, il faut inclure des pères aidants dans cette équipe-là. Donc, c'est ça, entre autres, à mon arrivée, dans le fond, au début de mon embauche, c'était sûr, c'était de trouver ma case. Même les premières rencontres que j'ai eues avec eux, c'était, je vais parler aux ressources humaines, là, on va t'organiser la paie, là, ça ne sera pas une affaire. J'ai dit, ça va peut-être être un petit peu plus difficile que vous pensez. Effectivement, le lendemain, ils me rappelaient, puis c'est là que je leur ai parlé, justement, on pouvait gérer mon salaire avec un organisme communautaire, si vous voulez. Dans mon cas, c'est la QRP. En fait, les pères aidants au CHUM, moi, autant qu'Annie, on a 2 rôles, parce qu'on est dans les premiers. Donc, on aide au développement, de l'amélioration continue des services, de la qualité des services, et aussi, on travaille aussi comme intervenant, soit à l'individuel, soit en groupe. Annie pourra peut-être plus l'expliquer. Donc, moi, ma tâche qu'on m'a permis aussi, ce qui était bien, c'est qu'on m'a donné un temps d'observation qui est, on pourrait dire, presque terminé, parce qu'on a beaucoup de choses à observer au niveau, il y a plusieurs... Évidemment, il y a l'interne et l'externe, puis on voulait non plus, au départ, ça a été clair qu'il ne fallait pas que je m'éparpille un petit peu partout, parce que mon impact, on pense qu'il aurait été dilué. Donc, on m'a attribué un poste à la clinique des troubles psychotiques adultes, qu'on a renommé, suite un petit peu à mon influence, et celle d'Annie aussi, on a renommé REHAP, comme clinique de réadaptation troubles psychotiques adultes, en fait. Ce qui fait qu'une personne qui est dans la communauté, qui rencontre une autre personne, qui dit « Ah, moi, je suis à la clinique des troubles psychotiques », bien là, on dit réhab, c'est un petit peu plus, il y a un filtre où ce que tout le monde ne comprend pas tout. Donc, c'est intéressant de le mettre comme ça. Ma description de tâche n'est pas encore finie parce qu'on a beaucoup à développer. Ce qu'on a essayé de tenter de faire depuis quelque temps, c'est de développer justement un comité où il n'y a pas juste des pères aidants, mais qu'il y a des psychiatres et différents intervenants et différents gestionnaires pour savoir, OK, où est-ce qu'on s'en va. Hein? Ceci étant dit, à mon arrivée, ça a été clair que pour eux, puis pour moi aussi, on trouvait intéressant de nous retrouver, les pères aidants, avoir, pas toujours, mais être vraiment présent lors des transitions. Donc, ce qui est arrivé, ce qui a été implanté, du moins à la clinique externe, c'est que maintenant, la première personne
que le nouveau arrivant, le nouveau cas qu'on appelle arrive, c'est le père aidant qui va en premier. Ce qu'on souhaite faire, c'est peut-être souhaiter développer une meilleure collaboration. Une chose que moi j'aime faire, justement, on leur présente aussi, on leur dit c'est quoi notre rôle. Puis ça n'a pas été, en fait, si dur que ça à implanter. Hein? Les psychiatres ont été très ouverts à ça parce que normalement, c'était leur rôle. Hein? C'est leur rôle, c'est le psychiatre qui reçoit la personne. Là, maintenant, c'est changé. C'est le père aidant qui devient, dans le fond, moi, en tout cas, les premières personnes que j'ai vues dans des organismes ou dans des instituts, bien, c'est toujours plus frappant. Fait que là, il y a un lien qui a été fait. Puis, ils ont aussi mis mon bureau directement en face des portes où ce que le monde rentre, en fait, les ascenseurs. Donc, je suis aussi en face de la salle d'attente, qui fait que des fois, c'est moins tranquille de faire les notes et des choses comme ça. Parce que oui, on fait des notes au dossier, on a accès au dossier, pareil comme n'importe quel autre professionnel qui travaille à la clinique. Évidemment, c'est ça qui était le fun aussi. La première chose que j'ai dit quand j'ai rencontré mes futurs employeurs ou qui sont devenus mes employeurs, je leur ai dit, je ne veux pas être seul trop longtemps. Mais ils ont répondu positivement à peine même pas un an après que je sois arrivé. Ils ont dit, oui, on va en prendre un deuxième. Et effectivement, ben, ça n'arrêtera pas à 2 non plus. Je pense qu'il y a quelque chose qui est parti au CHUM et on va continuer à développer et améliorer, si vous voulez, le fait d'intervention par les pairs au CHUM et à travers Montréal, le Québec et la France et and beyond, comme on dit. Maintenant, au tour d'Annie, juste avant de te donner la parole, j'aimerais souligner à la salle, Annie a eu une initiative personnelle comme père aidante de lancer une grande pétition au Québec pour essayer de ramasser le plus d'appui possible pour justement avancer le dossier de la reconnaissance du titre d'emploi. Cette pétition-là circule beaucoup sur le site d'Annie, je me rétablis.com, sur le site de la QRP, etc. Donc, on invite les gens à prendre un 30 secondes pour signer cette importante pétition. À ton tour, Annie. OK. Merci, Diane. Effectivement, la reconnaissance du titre d'emploi, c'est un dossier chaud dans les prochains mois parce que ça facilite très grandement l'intégration. Mais je ne m'étalerai pas. Je veux juste vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est bien grâce à mon collègue Benoît Saint-Pierre. Puis c'est pas pour me reprendre, c'est vrai. En fait, je vais partir de mon intégration pour expliquer comment ça que je suis au CHUM maintenant. J'ai été père aidante pendant 4 ans dans l'Anaudière, un des 6 établissements pilotes qui expérimentait un peu l'intégration des pères aidants. Il y a eu une recherche qui a été faite avec Hélène Provencher sur ces milieux-là et tout ça, qui d'ailleurs porte ses fruits encore et je l'espère pour un bout de temps. Et en fait, moi, ils ne m'ont pas reconduit mon poste suite à une restructuration, donc je me retrouvais sans emploi pendant un bon bout de temps. J'ai pu faire une recherche là, axée sur le rétablissement avec les porte-voix du rétablissement qui avaient, en tout cas dans les milieux, les résidences intermédiaires. Mais tout ça était que moi, je voulais être père aidante, puis en même temps, Benoît m'appelait à chaque semaine pour me dire « Écoute, Annie, ça se peut que là, ça débloque au CHUM. On va s'organiser pour que nos tâches, puis tout ça. Puis là, on commençait à déjà faire des petits plans de match. Puis ça a été long à l'intégration que j'ai eue parce que c'était au niveau administratif, encore une fois. Mais l'administration aussi, pas juste à cause du titre d'emploi, là, dans la philosophie. Est-ce qu'on priorise le père aidant? Oui, mais il faut que ça passe par plein de paliers. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont là. Puis maintenant, bien, merci Benoît, parce que je fais partie de l'équipe. Je suis arrivée un petit peu avec mon goût de vouloir implanter des groupes rétablissement parce que j'en ai fait pendant les 4 ans qui ont précédé auprès de 200 personnes. Puis je voyais tellement des yeux briller. Au fur et à mesure de ces groupes-là, et des gens qui disaient « Ah, mais comment ça qu'on n'entend pas parler du concept rétablissement? » Parce que le groupe, je l'ai
fait la programmation en fonction de mon rétablissement, mais des thèmes aussi du rétablissement, puis de l'information. Ce que j'aurais, moi, aimé recevoir dans le temps et maintenant, que ce que j'aurais aimé recevoir comme personne utilisatrice. Puis, dans le fond, j'ai essayé de mettre quelque chose, puis de le transmettre, puis d'impliquer les gens dans la reprise de pouvoir personnel. Donc, qu'est-ce que ça m'a amené à conclure, c'est que dans mes 2 intégrations, qu'est-ce qui a été le plus important, c'est la préparation de l'équipe. Préparation de l'équipe parce que les équipes, si ne sont pas préparées, c'est sûr que les regards, ouais, ça ne devait pas être évident, je suis très empathique. Les regards, c'est très difficile. L'implication que tu peux avoir dans une équipe, ça peut être tellement difficile à vivre. Déjà qu'on a certaines fragilités, quand on a des difficultés de santé mentale, tu arrives avec une... Fait que la préparation de l'équipe est d'autant plus importante par le gestionnaire qui y croit, le support qu'il peut y avoir, la stabilité aussi du parent aidant, avoir une distance sur sa maladie, avoir de l'expérience de rétablissement, puis être capable de le transmettre, puis être capable d'utiliser ses compétences. Fait que ça, je pense, en tout cas, pour faire un petit... moi, le résumé que je vois de tout ça, c'est un peu les ingrédients là, qui font qu'un parent aidant il facilite son intégration. Donc, quand je suis arrivée, Benoît, ben, l'équipe était bien préparée. Il y avait déjà des entrevues d'accueil, les psychiatres, les travailleurs sociaux, toute l'équipe était minimalement ouverte à la philosophie du patient partenaire, qui est les 4 valeurs. La personne est importante, le choix de la personne, sa collaboration, collaborer tout le monde ensemble, puis aller vers... et ça, c'est un petit peu... c'est pas toujours évident de le mettre en action, mais c'est ça que ça crée. Qu'est-ce qu'on a, nous, de développer au CHUM et d'intervenir? C'est que les groupes, ça nous permet d'avoir ça, cette possibilité-là d'être proche des gens, puis d'avoir un peu sollicité, suscité leur implication pour reprendre le pouvoir. Puis notre possibilité, nous, de pouvoir parler dans les comités d'amélioration continue pour améliorer les services. Fait que ça m'amène un petit peu à vous dire que qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir une intervention à 2, c'est d'avoir du support entre nous. Ça, c'est super important pour trouver des solutions parce que parfois, notre triple défi est là de faire être agent de changement pour l'équipe, pour les gens, puis en même temps, entre nous, ça devient, on a quand même une grande tâche là, qui, je pense qu'on a besoin, quand on est 2, ça favorise ça. Puis c'est ça qui est le fun pour ça. Pour terminer, il y a des gens que j'ai vus suite à mes 4 ans où j'ai fait des groupes rétablissement. Mais il y en a une, entre autres, qui est vraiment flagrante, une belle évolution d'une personne. C'est une personne qui est arrivée totalement en désarroi. Elle ne savait plus où aller, comment faire. Elle s'était impliquée dans le groupe rétablissement, puis là, ça se présentait, puis elle a décidé de collaborer à son traitement, puis à un moment donné, elle a refait le groupe parce qu'elle s'est dit hey, « moi, j'aimerais ça, transmettre ça. C'est ça qui m'aide, moi, je comprends c'est quoi maintenant un petit peu plus le rétablissement, j'aimerais le transmettre aux gens. » Fait qu'elle est devenue animatrice, co-animatrice avec moi dans mes groupes. Puis, jusqu'au moment où la formation par aidant est arrivée. Et puis, elle a appliqué sur la formation par aidant. Elle a terminé l'année passée. Elle est maintenant par aidante et elle a commencé la semaine passée un emploi. Fait que, comme par aidante. Fait que ça, c'est un des beaux succès, des beaux coups que c'est le fun. Merci. On attaque notre deuxième bloc. Vous vous rappelez le thème du colloque de vivre de nouvelles solidarités. Depuis déjà quelques années, on est en lien avec le projet du CCOMS de Lille. On a pu échanger, se rendre là-bas, on se rencontre quand même souvent. Je prends pour acquis que pour développer des nouvelles solidarités, ça prend au départ une certaine reconnaissance de ce qu'on est, une connaissance de ce qu'on est, et aussi une ouverture à la différence de l'autre. Alors, pour entamer ce bloc, j'ai vérifié auprès de Jean-Luc, j'ai une petite blague niaiseuse à vous conter. Jean-Luc m'a dit que je pouvais la compter, je n'insulterais pas les Français. Okay? Alors, c'est un père aidant québécois
Québécois qui s'en va à un colloque en Angleterre et il rencontre un médiateur médiateur santé-père de la France et il lui dit tout bonnement, en tout cas, vous autres, les Français, quand vous parlez anglais, vous êtes drôles, vous êtes marrant. Le médiateur français-père lui répond, il dit, c'est comme vous quand vous tentez de parler il dit, c'est comme vous, vous êtes charmant quand vous tentez de parler français. Alors, on va attaquer ce bloc-là aussi avec une touche d'originalité. Je vous mets un peu en contexte. Ceux qui connaissent le père aidant, Louis-François Gagné de la Ville de Québec. Louis-François est aussi le fondateur du collectif Les Merveilleuses Têtes Heureuses. C'est un gars qui a travaillé en théâtre et qui, par la suite, est devenu père aidant. Louis-François est quand même quelqu'un de coloré, pour ceux que vous le connaissez, qui veut faire du théâtre nécessairement a une certaine couleur. Alors, dans un contexte d'échange informel avec un projet français, il a été interpellé pour déposer sa candidature comme père aidant et il a obtenu un emploi de père aidant et il va nous quitter bientôt pour s'en aller intégrer cette équipe-là. Et là, on s'est dit, mon Dieu, Ali est là, dans l'équipe d'Ali. OK? Alors, on vous présente le nouveau. Est-ce que tu es prête? Faut qu'Annie, tu pèses sur un piton. Je ne sais pas lequel. Le nouveau Louis-François Gagné. Non, c'est pas celui-là. Tu ne seras pas là. Tu mets exit. Ça ne sera pas. Et voici le nouveau père québécois, la française. Alors, ça nous a questionné. On s'est demandé, super beau projet, mais questionnons-nous, quels seront les besoins d'adaptation des Français vis-à-vis Louis-François et quels seront les besoins d'adaptation de Louis-François dans cette culture qui n'est pas la nôtre non plus, avec laquelle on a beaucoup de points communs, mais qui n'est pas la nôtre. Alors, question à tout panéliste confondu. Je vous les liste, vous partirez selon votre inspiration. À quel choc culturel peut-il s'attendre? Et vous, à quel choc culturel pouvez-vous vous attendre? De quelle façon devra-t-il adapter son savoir expérientiel? Devrait-il avoir des mesures d'accommodement, telles des jumelage de points avec d'autres médiateurs? Donc, comment avez-vous pensé son intégration dans un contexte culturel différent? La question est posée tant aux Québécois qu'aux Français. Et on verra. C'est un peu comme si on préparait l'intégration de Louis-François, mais collectivement, c'est intéressant. Alors, partons avec Jean-Luc, s'il a vu que c'est à Lille. Oui, alors il faut dire que on avait un programme parallèle au médiateur santé-père qui était le programme Housing First, donc un chez soi d'abord. Et dans le programme Un chez soi d'abord, il y a eu des pères qui ont été embauchés. Et il y a eu sur l'île 2 pères qui ont suivi la formation de médiateur de santé-père, donc qui ont le diplôme de médiateur de santé-père. Ça n'a pas été dans le cas à Toulouse ni à Marseille, ni à Paris, malgré leur volonté à Paris, mais on n'avait pas encore ouvert une nouvelle session. Voilà. Alors, ce que je pense, c'est qu'il va être tout de même dans une équipe très particulière, qui est une équipe de précarité. Voilà. C'est tout de même dans ces équipes-là, donc tout ce qui est la précarité sociale, les itinérants chez vous, c'est dans ces équipes-là que les pères, qui ne sont pas uniquement pères en santé mentale, mais qui sont pères en itinérance aussi, ont eu les premières expériences. Quand vous allez chez Larry Davidson à Yale, on rend bien compte que les équipes là-bas sont des équipes de rue, des équipes qui vont... et leur travail essentiel, c'est de permettre l'accès aux soins. Voilà. Et quand vous avez fait la rue, donc c'est ce qu'il faut surtout avoir fait la rue, avoir été dans les foyers, avoir été SDF, avoir été sans-abri, avoir été itinérant. Quand vous avez fait la rue, c'est très facile d'avoir des contacts avec ses pairs. C'est un peu ce qu'expliquait notre collègue Hermann Hans Hubler à Marseille. Bon, quand un professionnel fait des maraudes, on appelle les maraudes, on va dans les rues, on cherche les gens, et qu'il y a un professionnel qui n'a pas connu la rue, quand il voit une personne, il est content de sa journée. Quelqu'un qui a connu la rue, il en voit 100 dans la journée. Hein. Donc c'est un peu complètement différent parce qu'il y a une reconnaissance, il y a des codes, etc. qui sont...
Alors là, je ne sais pas s'il a fait la rue. C'est intéressant de savoir, parce que c'est vraiment dans ce programme-là qu'il va, qu'il va être dedans. La deuxième chose, c'est que finalement, quand on fait la rue, il y a une communauté qui se crée. Les gens de la rue se connaissent à Lille. Alors, ce n'est pas les itinérants chez vous. Hein. Lille, ce n'est pas Paris non plus, où toute l'Europe arrive avec... à Lille, les itinérants, on les connaît. C'est souvent des gens qui font dans la rue, dans leur quartier. C'est des SDF de quartier. Si vous voulez, c'est un peu complètement différent. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une communauté qui a ses règles, ses règles proches, etc., et qui intègre très facilement des gens qui viennent d'ailleurs. Donc moi, je pense que le fait qu'il soit québécois, avec l'accent charmant, voilà, ça va être un plus pour son intégration auprès des personnes. Parce que les gens, c'est une manière... quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas tout à fait de sa culture, on lui pose des questions plus facilement. Ouais. Donc en termes d'accès aux soins, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour lui d'avoir des contacts, même s'il n'a pas fait la rue. Vous êtes québécois. Le simple fait de faire ça, ça va être une médiation qui pourra l'amener vers, après, la médiation en santé. Voilà. Philippe, Jean-Pierre Oui. Benoît. C'est Benoît, mon nom. Ben, moi, je pense qu'une tâche va falloir tout de suite aider Louis-François. C'est tout dans l'organigramme de l'organisation des services en France qui est assez complexe, qu'on pourrait dire, là, qu'il va falloir qu'il se démerde et apprendre tout. Parce que un père aidant, moi, je suis chanceux, j'ai travaillé à Montréal tout le temps et j'ai vécu là à Montréal, donc les services, je les connais quand même pas toutes dans le fond de ma main, mais je les connais. Donc, ça va être un travail. Il va falloir laisser la chance à Louis-François de les connaître, lui laisser la chance d'aller les visiter si c'est des milieux associatifs, comme vous appelez, qu'on appelle nous autres communautaires et tout ça. Puis je trouve ça le fun. C'est à Lille parce que je suis allé à Lille, puis j'ai même accompagné un médiateur santé-père à Lille parce que j'étais au projet Chez Soi comme père aidant. Donc, c'est le fun de savoir qu'il va y avoir une continuité québécoise. Mais en même temps, je pense que vous avez choisi un bon candidat. Je suis chanceux de l'avoir connu dans la même cohorte au niveau de ma formation. Puis ça va me faire de la peine de savoir qu'il est encore plus loin que Québec, en fait. J'ai dit, s'il va comme ça, il va avoir l'air bizarre. Il va se faire poser des questions. Mais il est bizarre même à Québec, donc non, je l'efface. Est-ce que Philippe ou Jean-Pierre, vous auriez un conseil pour Louis-François? Oui, la baguette et le béret, c'est vrai que c'est super Dupont. Il y avait une bande dessinée comme ça en France avant. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Luc. Je pense que le fait d'être avec une connotation comme ça québécoise, pour les personnes qui se sentent pas intégrées, en quelque sorte, il ne représentera pas, en quelque sorte, l'institution, d'une certaine façon. Et donc, je pense que ça va faciliter pour lui les contacts. Par contre, il y aura sans doute ce problème, effectivement, de cadre administratif, et peut-être géographique aussi pour se retrouver s'il ne connaît pas trop bien l'île. Mais je pense qu'il va être aidé et épaulé par ses collègues et qu'il n'y aura pas de souci. Ça va être quelqu'un d'éminemment sympathique à voir la photographie. Voilà. Philippe, ou peut-être Sandrine et Annie, un conseil au milieu d'accueil ou à Louis-François? Ça ne serait pas un conseil, mais ça serait, considérant que je connais Louis-François, qui a une très grande ouverture d'esprit. Je pense qu'il il va arriver en place avec une très grande ouverture d'esprit, beaucoup d'empathie, beaucoup aussi d'humour. Donc, dans son approche, tout ça, des gens, il va se faire aimer tout de suite. Annie? C'est plus une question de jumelage qui pourrait être intéressant. Il y a sûrement des parents aidants ou des gens... Ça peut être un jumelage avec des gens qui connaissent bien le milieu puis tout ça. Il me semble que ça peut être intéressant. Juste les petites nuances, des fois, dans la rue, tel quartier, c'est quoi les règles de la rue et tout ça. C'est intéressant de savoir, même si on a un air sympathique, de savoir... C'est un bon point que tu amènes, Annie, mais ils vont travailler par deux. Donc, il va être avec un autre père aidant, déjà de là-bas. Je ne sais plus comment il s'appelle.
s'appelle? Il y a un autre médiateur, Philippe Valuato, qui est quelqu'un de très bien. Enfin, c'est une équipe qui a été créée pour intégrer des travailleurs pairs. Hein. A été créée comme ça. Donc, un accueil, je pense qu'il y aura le même accueil que chez toi. Bon, il faut voir aussi que ça va être, il va être bien encadré. Et puis, c'est une structure qui travaille avec tous les gens de la rue. Hein. Donc, surtout avec les structures sociales, parce que les gens sont là. Donc, il y a tout le lien avec les structures sociales qui est à faire. Bon, je crois qu'il sera bien là-bas. Hein. C'est peut-être un conseil. Ouais, moi, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est un petit bémol peut-être tout petit. C'est que le monde de la rue, je le connais pas ici, je le connais en France. C'est très particulier et ce qu'on peut dégager comme connaissance de l'expérience de la rue, c'est quelque chose qui peut enrichir le lien qu'on a. On peut avoir beaucoup. Enfin, c'est très bien d'avoir de l'humour et de l'empathie. Après, il y a des codes, comme on disait. Mais ça s'apprend aussi quand on maraude, quand on est dans la rue, qu'on voit ce qui se passe au bout d'un moment, quoi. Donc, je pense que de toute façon, un conseil, c'est d'être patient et de ne pas se précipiter et d'observer, d'écouter beaucoup. Je pense que ça a l'air d'être quelqu'un qui est comme ça, donc voilà. Une dernière question de ma part, et si vous voulez, après on ouvrirait carrément la salle sur une autre petite question finale. La question que je tiens à la poser, peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours cru que le système de santé français est beaucoup plus hiérarchisé que le nôtre. Nous, quand on dit les Québécois sont souvent à la bonne franquette, des fois, on peut s'adresser à peu près à n'importe qui, comme si c'était notre voisin. En France, je ne suis pas sûre que ce système-là est si perméable à nos façons québécoises. Est-ce que c'est quelque chose que Louis-François devra tenir en compte, cette structure hiérarchique plus présente ou plus ressentie? Ben, je ne sais pas, Massimo rit. Non, pas dans l'équipe où il sera. Hein. Pas du tout. C'était plutôt le contraire. Et alors, contrairement au Québec, tout de même, les médecins font partie de l'équipe. Il n'y a pas une corporation des médecins, des pharmaciens, etc. Nous, on est intégrés, on est embauchés par le secteur public. Donc, le travail avec les infirmiers, pour nous, bon, il y a toujours qui ne travaillent pas, mais c'était une base essentielle, la collaboration entre tous les professionnels. Normalement, ça a été enseigné par Bonafé, alors je reviens aux ancêtres. Hein. Puis 70 ans, ça devrait être comme ça. C'est pas comme ça partout, on s'est bien rendu compte. Mais normalement, un médecin peut être très proche des équipes. On n'est pas... on est dans l'équipe, hein, tout de même. On n'est pas en dehors. Moi, j'étais un peu... Mais il y a d'autres pays où c'est un peu comme ça. On est embauché par le système public. Hein, c'est même... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. L'équipe, si elle est chaleureuse, je ne sais pas comment vous avez eu avec les médecins, comment ça se passe au plan hiérarchique. Ça dépend des médecins. Bah, voilà. Moi, il y a des médecins qui disent pas bonjour, il y en a d'autres avec. Ça dépend des médecins et puis il y a quand même une classe de médecins. Il y a quand même, c'est la classe des médecins, je trouve, dans mon milieu de travail et voilà. C'est quelque chose d'implicite, c'est pas quelque chose de violent non plus, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'il y a une formation qui les solidarise peut-être là-dedans, qui est longue, ils ont une place dans les services quand même de responsabilité, de décision et tout ça, qui fait qu'ils vont avoir une certaine position et parfois se parler entre eux ou des choses comme ça. Donc il faut pas hésiter à aller les voir et alors. En France, il y a le poids des diplômes quand même. En France, on a le diplôme, on a le savoir, on a le pouvoir. Ça fonctionne comme ça, il faut bien le dire quand même. Hein. Si on n'a pas le diplôme, on n'est pas du sérail, on n'est pas de la caste. Il faut être quand même bien précis là-dessus. En France, c'est comme ça. Voilà. Clairement. C'est pour ça qu'on se bat pour que les médiateurs aient un diplôme reconnu. Parce que sinon, en France, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'il y ait des professeurs en médiation par la suite à l'université. Enfin, il faut arriver à avoir tout le... Et ça, c'est la France. Alors ça a des inconvénients, c'est-à-dire c'est pas souple, mais quand vous êtes dans le système, c'est protecteur. Ça y a rien à dire. Voilà. Dans ton programme, tu as 25 minutes, mais il nous en reste 15.
termine tout simplement en demandant comment peut-on finalement développer encore plus de nouvelles solidarités, des alliances avec les pays d'ailleurs sur la question de l'intervention par les pairs. Alors, ouvert à tous, je vais chercher Annie qui a été patiente. Oui, en fait, moi je reviens tantôt quand vous avez parlé d'intégration de monsieur. Moi, en fait, c'est juste un commentaire. On n'a pas parlé ici, on a des communautés de pratique entre pairs. On en a à Québec, on en a à Montréal. Puis moi, si j'étais monsieur, excusez-moi, j'ai oublié son nom, et que je devais m'en aller en France, un de mes réflexes en tant qu'intervenant père aidant, ce serait de savoir s'il y a des communautés de pratique, parce que je considère que c'est une très grande force, une grande richesse de me rallier et d'aller chercher ce soutien-là entre mes pairs. Alors, c'était le commentaire que je voulais faire parce que je trouve ça très, très pertinent, la communauté de pratique, parce que, je vais terminer ici, au CHUM, exemple, ils sont 2, à Québec, il y a à l'Institut, ils sont plusieurs, mais il y a des milieux où il y a seulement un intervenant père aidant. Et quand tu es tout seul dans ton milieu, ben c'est sûr que tu te reviens et il n'y a personne. Ouais. Mais la communauté de pratique apporte ce soutien-là dont tu as tellement besoin. Donc, je vous lance la question. En même temps, je vous invite peut-être à réfléchir s'il n'y a pas ces communautés de pratique-là, ces associations-là. Peut-être juste nommer, nous, quand on a parti le projet, puis qu'on a vu qu'on faisait vraiment, on y allait principalement avec la capacité d'embauche des milieux et c'était un poste, rarement plus qu'un. C'est là que nous, on a dit, il va falloir développer des communautés de pratique de pères aidants. La charge est trop lourde pour être seul dans un établissement. Et c'est ça aussi, je crois, qui a amené la création de l'Association des pères aidants. Il doit y avoir une mise en réseau de ces gens-là, à même titre qu'il y a l'ordre des psychologues, il y a l'ordre de ci, il faut qu'il y ait une association de pères aidants active. Ça a été une de nos recommandations au projet de l'île. Dans la mesure du possible, essayez de partir votre projet avec 2 pères aidants, parce qu'on dit que ça va tellement être plus facile pour eux. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas marché. Pas du tout. Ils ne écoutent pas. On l'a fait, mais alors ça n'a pas marché du tout en France. D'ailleurs, il faut en mettre plusieurs. Il faut en mettre 5 ou 6 dans une équipe. Là, oui, mais 2, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été suffisant encore. Annie, tu voulais compléter? En fait, la communauté de pratique, qu'est-ce qu'on a de spécifique, c'est que c'est des discussions sur certaines situations pour avoir l'avis de tout le monde et ensuite partir avec des pistes de solutions, chacun de notre bord, mais se ramener, puis pour faire des petits après, pour que on se sente ensemble supportés ou avoir tout de même, on a des contacts, je vais appeler telle personne, je sais qu'elle a telle expérience, peut-être que ça va m'aider. C'est vraiment se mettre en réseau. Je pense qu'il faut avoir là, des systèmes de soutien, idéalement locaux, régionaux et provinciaux. Québec-Montréal, ils ont créé leur communauté de pratique et cette communauté-là était nécessaire au plan local, malgré l'existence d'une communauté provinciale, si je peux dire, parce que c'est pas d'accès. Mais si vous prenez le père aidant tout seul à Bécomo, c'est compliqué. C'est plus facile. On a tout de même une petite réponse. On a été bien conscient, par contre, on l'a intégré. Puisque la fin du programme ici, on a embauché une chargée de mission qui fait des réunions de pratique, mais sur les 3 sites, parce qu'il faut imaginer ce que c'est Marseille, Paris. Et à Paris, déjà, pour réunir tout le monde, c'est la Croix et la Bannière. Et Lille, ça va être plus facile, parce qu'il y a une... Donc on est seulement, si le programme s'arrête d'ici en janvier, si ça ne continue pas avec le ministère, à ce moment-là, c'est vrai que les médiateurs vont se retrouver seuls. Il y aura intérêt tout de même à ce qu'il y ait une organisation, quelle qu'elle soit, qui puisse porter, parce qu'actuellement, c'est même le CSOMS qui porte un peu, y compris les regroupements. Madame, je vais tenter d'y aller. On va essayer d'y aller vite. Un tout petit questionnement. En fait, pour le médiateur de santé père, qui va venir sur l'île dans le cadre de Housing First. On parlait du cadre. Et en fait, dans Housing First, en France, on est entre le médical, le médico-social et le social. Et ces 3 entités, comme la rue, ont leur code. Et je pense que voilà,
c'est aussi ça qu'il faut comprendre pour pouvoir évoluer tranquillement, le plus sereinement possible, en sachant que, je suis désolée, mais le système français est encore très bien. Mais que chaque milieu a ses codes. C'est ce qu'il faut comprendre et il va falloir aider Louis-François à intégrer ces codes-là. Il y avait madame ici, je crois. Oui, moi j'ai une question. Ma question, c'est je voulais savoir la différence entre un père aidant qui suit sa formation à Québec, à la CRP, puis un intervenant qui va suivre en santé mentale, qui va suivre une formation, comme me semble, mettons, un DEC en éducation spécialisée. Est-ce que c'est juste l'autodivulgation? Est-ce qu'ils font un travail semblable? Parce que moi, à Sorel, j'avais demandé dans un groupe d'entraide que ce serait intéressant d'engager un père aidant. Et la personne, la directrice, avait l'air à dire qu'elle allait mieux les intervenants parce qu'il y avait une formation plus complète. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que c'est une question pour Annie. En fait, moi, je suis éducatrice spécialisée. Bien, mon rétablissement a été le retour vraiment à l'étudier, puis ça a été en technique d'éducation spécialisée. Puis, j'ai travaillé par la suite et c'est pas la même chose. Non. Ben, il y a des choses similaires, mais c'est pas la même chose que tu apprends dans les deux formations. L'éducateur spécialisé, et on travaille en collaboration avec des éducateurs, c'est que ça va apprendre à cerner le besoin, à planifier des activités pour répondre à un besoin. Ça peut se ressembler, sauf qu'au niveau de la divulgation, c'est très différent. Moi, je ne l'utilisais pas, la divulgation, puis je vois l'effet vraiment bénéfique, même comment que je pourrais plus utiliser judicieusement la divulgation. Ça a un impact favorable, je pense, dans l'intervention. Puis, c'est ça, c'est deux choses différentes. C'est vers la même lignée de pensée, dans le sens que c'est de la collaboration. Tu apprends à cerner le besoin de la personne, l'aider à être bien dans son milieu. Mais c'est un peu les mêmes valeurs, mais peut-être d'agir différemment. Je t'inviterais à retourner auprès de cette dame puis l'inviter à appeler Sandrine qui va lui expliquer. Justement, parce que je suis au conseil d'administration, puis j'avais dit, je l'appelle, c'est je ne sais pas si Sandrine elle a eu le téléphone, c'est le groupe d'entraide dans la santé mentale de la RECO de Sorel. Carole Joubert m'avait dit qu'elle avait téléphoné, puis elle disait qu'elle trouvait que la formation n'était pas assez complète pour engager. Elle aimait mieux engager un travailleur social. Tu nous le retourneras. Juste faire un commentaire. Nous, c'est quand Sandrine parle que le programme est affilié à l'école de service social, donc j'ai été assez instrumentale dans cette question-là et je dirige le programme et j'ai beaucoup de fierté d'être associée au programme Père aidant. Et ce qui est central, là, qu'il faut dire à votre directrice, c'est le savoir expérientiel, qui est aussi important que le savoir scientifique qu'on va acquérir dans une formation de technique ou de baccalauréat, qui est complémentaire. Donc, c'est tout à fait différent. Et plusieurs pères aidants, de toute façon, ont une formation de base, soit collégiale ou universitaire. Certains n'en ont pas, mais l'idée, c'est qu'ils ont une très grande expérience, par exemple, d'avoir un vécu de difficultés et de rencontrer des obstacles partout où ils passent. Donc, on a eu des bons exemples. Donc, de dire à votre directrice, peut-être aussi de m'appeler, mais je vais la convaincre. C'est là, je veux dire. Non, je suis professeure à l'école de service social à l'Université Laval. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation a été étudiée, analysée, validée par l'école de service social, ce qui lui a permis d'être reconnue. Dans le fond, qu'est-ce qui est le plus winner, c'est mettons de faire un DEC en éducation spécialisée, puis après aller suivre la formation de père aidant. Non, ce qui est plus winner, c'est d'avoir été hospitalisé plusieurs fois. Parce que moi, non, mais faut dire les vraies choses, là. Moi, ma meilleure école, puis quand je rentre dans l'unité psychiatrique, là, je sais qu'est-ce qui se passe. Quand il y a quelqu'un dans l'isolement, je sais effectivement qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il se demande quand est-ce qu'elle va ouvrir la porte. Ça fait combien de temps, je dis? Ça, je le sais. Donc, je suis conscient de ça. Donc, moi, tout mon bagage, là, moi, là, mes heures d'études, il
faudrait que je le calcule, mais je vais vous dire, j'en ai des heures en classe assis dans l'unité psychiatrique. Et ça vaut quelque chose. Devant les psychiatres, j'ai vu les psychiatres, j'ai vu des intervenants faire j'ai tout vu ça en tant que participant. Là. Et je comprends leur méthode. Donc, faut vraiment reconnaître notre parcours expérientiel. Et moi, je suis vraiment pas gêné à côté des psychiatres, vraiment pas gêné à côté des ergothérapeutes. Et en fait, je suis pas meilleur qu'eux, mais je suis capable de bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Et ils sont aussi capables ils apprécient aussi ce que j'apporte. Tu comprends? Donc, mon école, ça a été à travers les services. Et les services, je les ai utilisés. On les a tous utilisés. Puis en même temps, il y a une différence entre moi et Annie. Moi, je n'ai pas été formé avant, mais moi et Annie, on est sur la même page. Mais quand tu travailles, On va passer à quelqu'un d'autre. Parce que je veux finir avec madame qui a été patiente. Puis après ça, ça va être l'heure d'aller dîner. Madame. Donc, l'enjeu principal que les parents aidants font face, c'est l'embauche. C'est au niveau de l'embauche. Pour nous, je vous dirais, là, on est à l'heure où les deux enjeux principaux, c'est vraiment le soutien aux pères aidants en situation d'emploi, le soutien au milieu d'embauche et surtout la reconnaissance du titre d'emploi. Parce que j'ai une question, notamment concernant l'embauche, puisque souvent, pour faire la formation, il faut surtout avoir une offre d'emploi. Parfois, justement, il n'y a aucun poste. Est-ce que pour ceux et celles qui veulent faire la formation, qui ont fait la formation, ont la possibilité d'avoir de l'aide de la QRP pour créer un poste? Je vous explique rapidement. Cette année va être un peu exceptionnelle parce que, comme Sandrine l'a dit, on a déjà des pères aidants en attente d'emploi, puis on ne veut pas non plus monter des cohortes de pères aidants sans emploi, ça va nuire à la cause. Nous, on se donne comme vision, et que ce soit nous ou un autre organisme, OK, et qu'il faut viser une normalisation. OK? Le conseil d'administration a réfléchi longtemps sur qu'est-ce qui devrait rester si un jour le gouvernement coupait les fonds. Il doit rester minimalement deux choses. Une formation à l'intention des pères aidants et une association de pères aidants pour porter leurs préoccupations, leurs intérêts, etc. On n'a pas le mandat, nous, de faire du placement de pères aidants. On est sensibilisés, on tente de faire des pairages dans la mesure. On va sensibiliser des milieux à embaucher des pères aidants, on va former des pères aidants, on va tenter de les pairer. Mais dans la vraie vie, quand vous embauchez une infirmière, vous n'avez pas besoin d'une structure de soutien. Là, quand on dit il faut embaucher une infirmière, ah, mon Dieu, ce qu'on va faire. On ne fait pas ça. Il faut arriver avec la même finalité avec les pères aidants. C'est pas demain. Hein? On est toujours dans une structure de promotion et de diffusion d'une nouvelle pratique d'embauche. Il faut qu'un jour, les pères aidants puissent aller suivre leur formation puis se trouver des jobs tout seuls. Alors, pour le moment, on fait ce qu'on peut. Ce qu'on invite, c'est les gens qui veulent devenir pères aidants. C'est sûr que si actuellement, j'ai un nombre intéressant de personnes qui veulent suivre la formation et qui ont une promesse d'embauche, Sandrine l'a dit, on va procéder. Mais on ne formera pas de pères aidants pour qu'ils restent sur le chômage. La création d'un poste, par exemple. Ça, on peut aider. Un futur père aidant qui dit « Ah, moi, je connais une ressource qui aura peut-être l'ouverture, mais qui n'a pas nécessairement un poste. » Est-ce que Oui, ça, c'est dans notre mandat. On va aller le sensibiliser. C'est un job à Sandrine, elle va les sensibiliser, préparer l'équipe. On peut aller même jusqu'à travailler leur définition de tâches. Les filles vont même jusqu'à les accompagner en entrevue parce qu'il y a des questions, des fois, que ça gêne un intervenant traditionnel. Par exemple, il va rentrer direct au cœur du sujet, de l'expérience, du savoir expérientiel, comme disait Benoît. Donc, ça, oui, ça, on va accompagner, mais on ne sera jamais un centre de placement, si je peux dire. Alors là-dessus, on doit quitter parce qu'il est déjà 12h03. Bravo!